Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Observe Actu TV. Peut-on rendre la justice au nom de l'humanité quand on est soi-même sur le banc des accusés? C'est le paradoxe qui fait aujourd'hui trembler la haie. Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale, l'homme qui a osé défier Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou, vient de connaître un tournant décisif. Accusé de harcèlement et d'inconduite sexuelle, il voit aujourd'hui son honneur rétabli. Un panel de 3 juges de la CPI a rejeté à l'unanimité les conclusions du rapport de l'ONU, le jugeant insuffisant et incapable d'établir la moindre faute. Juridiquement, le procureur est blanchi. Mais l'affaire est-elle close pour autant? Car en coulisses, le malaise persiste. L'organe politique de la Cour, le bureau des États parties, hésite encore à clore définitivement le dossier. Sous la pression de certaines capitales, le sort de Karim Khan reste une question diplomatique ouverte. Pourquoi ce décalage entre la vérité du droit et les calculs de la diplomatie? Alors que Washington brandit des sanctions et que les victimes du monde entier attendent des actes, le procureur s'apprête à reprendre ses fonctions. Est-ce le retour d'un homme fort ou le début d'une agonie institutionnelle? Sommes-nous face à une justice souveraine ou à une institution sous tutelle politique? Pour décrypter ce séisme géopolitique, 2 regards d'exception nous éclairent. Khadija Awadia, avocate engagée, figure du barreau de Nîmes, spécialiste de la défense des libertés. Bahram Soltani, professeur émérite, analyste des structures de pouvoir et des enjeux de gouvernance. Merci beaucoup à tous les deux de nous apporter votre éclairage Merci, madame. De ce dossier. Merci à vous. Merci. Le mécanisme de contrôle interne de la CPI a rendu son verdict, dossier classé. Mais dans une institution où le procureur concentre des pouvoirs quasi régaliens, la question du qui surveille le surveillant reste entière. Pourtant, une autre lecture émerge, celle d'une institution attaquée de l'extérieur pour être paralysée de l'intérieur. Khadija Awadia, en tant qu'avocate, comment analysez-vous techniquement cette décision? Sommes-nous face à une réhabilitation clinique fondée sur l'absence totale de faits ou une clôture de dossier nécessitée pour éviter de décapiter la Cour en plein chaos? Alors, vous posez le cœur central, à la fois ses limites et à la fois ses avantages, parce que la Cour pénale internationale est une juridiction qui est récente. Elle existe depuis 2002 et donc on en voit à l'heure actuelle, à travers le cas de Karim Khan, toutes ses limites et on démontre aussi qu'elle est en pleine maturation, cette juridiction. Ça, en préambule, c'est très important de le rappeler. Et pour répondre précisément à votre question, il faut comprendre le mécanisme qui consiste, lorsque nous sommes magistrats près de la Cour pénale internationale, quels sont ce qui relève de l'impunité et ce qui relève de la responsabilité pénale ou disciplinaire qui peut être engagée. Si on ne comprend pas les mécanismes, on ne comprend pas la décision et les conséquences de cette décision. Sur l'enquête qui a été diligentée, je rappelle pour mémoire que l'Assemblée des États parties ont sollicité l'ONU, il y a une convention qui les unit, pas de difficulté là-dessus, pour que l'enquête soit une enquête externe. Ce qui démontre que l'institution en elle-même a souhaité une impartialité totale en ce qui concerne les diligences qui devaient être réalisées. À l'issue de ces diligences, vous l'avez rappelé, il a été conclu qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments permettant d'établir factuellement, matériellement uniquement, une responsabilité disciplinaire. Il n'a pas été tranché sur le plan pénal. C'est uniquement un recueil d'éléments factuels. L'organisme chargé de l'enquête n'est pas et n'a pas de pouvoir régalien de poursuite ou de déterminer si oui ou non il y a une faute pénale. Or, dans notre cas d'espèce, et c'est là où ça pose difficulté, c'est que bien que la décision qui ait été rendue a conclu à l'ensemble d'éléments factuels ne permettant pas de caractériser la matérialité d'une faute disciplinaire. Pour autant, rien n'a été tranché sur le plan pénal, sachant que concernant les infractions pénales qui avaient été dénoncées, à savoir agression sexuelle, à savoir harcèlement sexuel, les qualifications pénales sont les suivantes. Et le troisième pire, puisqu'on est allé jusqu'à envisager des
rapport sexuel non consenti, donc on serait éventuellement sur des crimes qui auraient été dénoncés. Sauf qu'aucune procédure pénale, alors que les faits qui sont dénoncés sont d'une gravité extrême, n'ont été, à ma connaissance, n'ont été déposés auprès de la juridiction pénale qui était compétente. En l'espèce, si les faits auraient été commis aux Pays-Bas, ce serait donc à ce moment-là les juridictions du Pays-Bas qui seraient compétentes. Or, ce qui est étrange, c'est qu'aucune juridiction n'a été saisie, en tout cas à notre connaissance. Et c'est là le trouble. Parce qu'à partir du moment où aucune juridiction pénale n'a été saisie, aucune enquête pénale n'a été réalisée, eh bien, on jette l'opprobre, on conclut au fait qu'il n'y a pas d'éléments suffisants. Calomnier, il en restera un reste, ce qui amène, in fine, à l'interrogation suivante. En ce qui concerne l'impartialité objective, pas subjective, l'impartialité objective de ces magistrats, est-ce qu'aujourd'hui, elle est entachée ou pas? Est-ce qu'on peut sereinement exercer ses fonctions de procureur près de la Cour pénale internationale lorsque l'impartialité objective est entachée? Et si l'on retient que l'on doit se retirer dès lors où il y a été porté atteinte à la probité de l'un ou de l'autre, se pose alors la question de protéger ces magistrats, parce que vous comprendrez qu'il serait bien aisé de pouvoir systématiquement, lorsqu'un magistrat rend une décision dans le cadre de ses fonctions qui soit conforme au droit pénal international, mais non conforme aux désirata de certains chefs de gouvernement ou chefs militaires qui pourraient être inquiétés, eh bien alors à ce moment-là, c'est tout le système qui risque de vaciller. Donc cette protection, il faut en parler. Sous quelle forme? Elle existe déjà en ce qui concerne la protection et l'impunité institutionnelle, c'est-à-dire que les magistrats, lorsqu'ils prennent une décision dans le cadre de leur fonction, bénéficient de cette impunité et de cette protection. En revanche, quand on les attaque sur le plan personnel, cette protection ne peut pas exister et ça se comprend aussi. Hein. Il ne s'agit pas donc de donner une impunité totale lorsque la règle sociale a été transgressée. Voilà en synthèse ce qui doit être mis en avant et les raisons pour lesquelles il va être très compliqué pour ce procureur d'exercer ses fonctions à l'heure actuelle, alors même qu'il n'y a pas de poursuite pénale, qu'il est présumé toujours innocent, bien évidemment, mais calomnier, il en restera toujours des restes. Pour poursuivre avec vous plus subtilement, le calendrier de ces accusations survenues au moment précis où Karim Khan signait des mandats d'arrêt historiques liés au conflit à Gaza, ne doit-il pas interroger le juriste? Est-ce l'innocence d'un homme ou l'échec d'une tentative de déstabilisation judiciaire visant à discréditer celui qui dénonce un génocide? Cette question, elle se pose naturellement. Pourquoi? D'abord, avant l'affaire de Karim Khan, il n'y a pas de précédent. On a eu des magistrats qui eux-mêmes, en raison de conflits d'intérêts, se sont déportés d'une procédure. D'ailleurs, ça a été le cas pour Karim Khan dans une affaire avec qui mettait en cause, ça y est, j'ai un trou, un pays d'Amérique latine où lui-même s'est déporté en raison du fait qu'il pouvait avoir un risque de conflit d'intérêts. Donc, l'honnêteté intellectuelle de ces magistrats est telle que s'il y a un conflit d'intérêts, ils se déportent. Ce que nous savons le concernant, parce qu'ils sont allés réaliser des recherches, c'est que sur la personne elle-même, il n'a jamais été condamné dans une procédure qui le mettrait en cause avec toutes les infractions à caractère sexuel. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un prédateur sexuel, pour reprendre un terme beaucoup plus général, quand il arrive à l'âge de la maturité, hein, puisque être quinquas, c'est l'âge de la maturité. Nécessairement, s'il avait une déviance à caractère sexuel, il y aurait eu nécessairement des antécédents. Je ne connais pas, en 25 ans de carrière, des hommes qui ont été mis en cause dans des affaires à caractère sexuel dont on n'a pas trouvé
on ne va pas trouver des antécédents et dans la répétition, parce que c'est un mécanisme, je ne vais pas rentrer dans la psychologie de l'homme prédateur sexuel, mais on retrouve un certain symptôme, certaines singularités. Or là, il est quand même tout de même évidemment surprenant et ça pose question sur la crédibilité des dénonciations sur deux plans. Le premier, c'est celui que je viens d'évoquer, l'absence d'antécédents concernant la personnalité de Karim Khan. Et le second, alors que les faits sont d'une particulière gravité, il est tout de même étonnant qu'on puisse avoir une présumée victime qui va dénoncer sur le plan médiatique, donc qui va mettre en avant les souffrances qui auraient été les siennes, sans que pour autant elle ne saisisse les juridictions pénales compétentes. Et là, ça pose question. Parce que vous avez des femmes qui effectivement vont être victimes d'agressions sexuelles, de quelque nature qu'elles soient. Et elles vont être dans le mutisme. Et cela se comprend. Toute la difficulté qu'il y a d'expulser et d'exprimer le marasme vécu. Donc, on peut comprendre psychologiquement qu'elle puisse être en difficulté pour saisir les juridictions pénales. Mais là, on n'est pas dans cette configuration-là. Là, on est dans une victime qui a dénoncé sur le plan médiatique, mais qui n'a pas dénoncé sur le plan pénal. Voilà les interrogations et c'est sujettes nécessairement à caution pour l'ensemble des éléments factuels que je viens de développer. Merci. Professeur Soltani, vous entendez l'analyse de Maître Aoudia sur ce calendrier. Dans votre étude des structures de pouvoir, est-ce un procédé classique que d'utiliser une procédure interne pour briser l'élan d'un magistrat trop audacieux? Merci, madame. Merci, madame avocate, effectivement. Juste une petite remarque par rapport à ce que madame vient de dire. En fait, les juges ont appliqué le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Oui, et même il ajoute que la norme de preuve la plus stricte du droit pénal. Donc là, juste pour... Voilà. Maintenant, si vous permettez, en fait, ce que j'ai fait, une sorte de processus d'accusation. C'est-à-dire, je prends depuis 2021, lors de la prise de fonction de M. Karim Khan, 2021, après ce qui s'est passé entre, effectivement, octobre 2023 et jusqu'à la date de retrait de ça. Et après, ben, je reviens sur les sanctions. C'est parce que les motifs de sanctions, je ne peux pas dire d'une manière affirmative, mais je trouve des soupçons. C'est-à-dire que, parce que quand j'ai regardé ces informations, on trouve, parce que l'État israélien a porté plainte à plusieurs reprises. Il y a 5, je vous donne les dates, contre Karim Khan, et 2 accusations effectuées par 2 dames, une dame qui s'appelle S et l'autre qui s'appelle Patricia, par le journal Guardian, j'ai les dates, et aussi Wall Street, voilà, Wall Street Journal. Maintenant, si vous permettez, fin octobre 2023, à la suite de 7 octobre, l'agression, en fait, bon, l'attaque de Hamas, fin octobre, bon, après je vous dis pourquoi je fais ces dates, parce que je voudrais trouver une sorte d'analyse par rapport à est-ce qu'il y a des soupçons et où est la place du gouvernement israélien dans cette affaire. Bon, je ne peux pas dire de manière affirmative, mais je pense que vos audiences, ils vont conclure ce que je veux. Donc, fin octobre, M. Karim Khan, il souhaite rendre visite en Israël, en fait, pour rencontrer les habitants de kibbutz. L'Israël ne laisse pas entrer. Il est allé jusqu'à la porte de Rafah, mais ils n'ont pas laissé. Donc, il tente alors de passer par l'Égypte. Et il rentre fin octobre en Égypte, 2023. 29 octobre 2023, il fait un discours en Égypte. Donc, il promet, en fait, il dit au kibbutz, je promets de faire la lumière sur la situation désastreuse, ce qui s'est passé, c'est-à-dire par l'attaque de Hamas. Et effectivement, même il dit que par rapport aux enfants qu'ils ont perdu la vie, etc.
Donc là, c'est première tentative. C'est-à-dire, il a essayé de faire en sorte qu'il ne sera pas accusé par Israélien pour dire que j'ai fait tout d'abord le démarche véridique. 3 décembre 2023, sous l'invitation de ses familles de kibbutz, Karim Khan il rentre en Israël, où il visite des membres de kibbutz touchés et il rencontre des proches de ses familles. Ça montre qu'il a montré sa bonne volonté. Il déclare alors « Je serai totalement incompétent si je ne vérifiais pas le cas d'enfants enlevés dans leur lit. » C'est-à-dire ce que le gouvernement israélien a revendiqué. Il a essayé de faire en sorte. Maintenant, il y a 2 acquisitions à la suite de ça. Il y a premier en avril, Madame S., la jeune juriste britannique, qui a été embauchée en 2021. Comme Madame va dire, elle n'a pas porté plainte sur le plan pénal. Donc, elle devient assistante personnelle de M. Karim Khan. Après, il y a deuxième accusation. Je n'ai pas la date de où cette dame qui s'appelle Patricia Solon Guardian, 28 août 2025. Guardian 2028, ils disent qu'il y a une autre dame, Madame Patricia, etc., qu'elle a été embauchée en 2029. 2029 en tant que 2009, excusez-moi, 2009 en tant que stagiaire. Donc, là, pourquoi je fais cette démarche? Maintenant, le journal Wall Street Journal, ils disent qu'il y a un lien entre la prise de position de M. Khan au mois de mai et l'accusation d'avril. C'est-à-dire, évidemment, quand il a fait la démarche pour arrêter Benjamin Netanyahu et les dirigeants de Hamas, c'était au mois de mai, donc il avait la connaissance de ces accusations, parce que l'accusation de Mme S a été effectuée en avril 2023. Donc, il avait. Donc, maintenant, journal Wall Street, ils disent qu'il avait peur à cause de ces accusations, donc il a pris en avance pour porter cette accusation. Non, ce n'est pas vrai, parce que la démarche qu'il a fait, c'est pas pendant 2 semaines qu'il avait peur de faire ce type de choses. Donc là, c'est une fake news de Wall Street, parce que j'ai la phrase que Wall Street dit, 2 semaines et demie seulement après avoir pris connaissance de ces accusations, Karim Khan avait annoncé son intention de livrer le mandat d'arrêt. Il fait un lien entre accusation en avril et 10 mai, voilà. Maintenant, ça c'est vrai. Maintenant, 20 mai, M. Karim Khan, il dit « Mon bureau a déposé requête aux fins de livraison de mandat d'arrêt auprès de la chambre préliminaire. » Il ne dit pas « c'est moi, c'est le bureau qui l'a fait. » Et 21 avril, comme vous savez bien, M. Karim Khan déclare sur la base des éléments de preuve présentés par mon bureau, les juges ont confirmé qu'il existait des motifs raisonnables et effectivement le statut de Rome, il fait référence à ça. Bien. Donc là, on trouve un petit peu ce qui s'est passé. Entre mai 2024, c'est-à-dire la date que M. Karim Khan a déclaré l'arrêt, le mandat d'arrêt, et décembre 2024, mai 2024, il dit que mon bureau a annoncé, etc. Voilà. L'État israélien avait déposé 5 requêtes, et j'ai ici la copie, chacune de plusieurs pages, parfois 23, 28 pages, pour annuler la décision. Ils contestent, c'est-à-dire tout d'abord, ils contestent que non, il ne faut pas faire. Après, ils disent, bon, on doit avoir l'accès au dossier. Donc, 5 requêtes, chacun de plusieurs pages, pour annuler la décision, pour avoir l'accès au dossier d'acquisition. Par exemple, 11 juillet 2024, 22 juillet 2024, pour avoir l'accès, 25 juillet 2024 également. Et après, il demande à 2 reprises disqualifier M. Karim Khan. Ils disent que non, il n'est pas compétent. Quand ils n'ont pas accès au dossier, ils disent oh, il n'est pas compétent, il faut qu'il soit écarté. Donc là, il y a 2 dossiers. Maintenant,
M. Karim Khan a répondu à l'ensemble de ces accusations. Il y a 5 réponses portées par lui et aussi un autre procureur, enfin un autre juge. Donc, tous ces éléments, il rejette que vous ne pouvez pas avoir accès parce que c'est confidentiel. Je souhaite rester et poursuivre mes affaires, etc. Donc, tous ces appels ont été examinés, ensuite rejetés par soit le procureur lui-même ou par la Chambre. Cette réponse. Maintenant, effectivement, on arrive à une sorte de, je ne peux pas dire de manière affirmative, qu'il y a une sorte de séquence entre ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il a tenté de faire la lumière sur l'affaire, en allant visiter les membres de Quds et familles, et aussi il a rencontré des familles palestiniennes, on trouve quand même c'est-à-dire que, voilà, le gouvernement israélien a essayé de faire barrage à ces démarches. Parce que quand j'ai regardé ces requêtes, on étudie bien, après ils disent non, c'est pas valable votre mandat d'arrêt. Après, ils vont aller chercher peut-être, est-ce qu'on peut avoir l'accès pour voir ce qui se passe, ce que vous revendiquez. Après, ils disent non, vous n'êtes pas compétent. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit tout d'abord que vous n'êtes pas compétent. Ils vont essayer de dire, oui, on va avoir d'informations, etc. après. Donc, on trouve quand même quelque chose assez, je ne peux pas dire le lien entre les deux dames et le gouvernement israélien. Ça, c'est, madame, elle a bien expliqué ça. Mais quand même, il y a quelques tentatives pour faire barrage à ces démarches. C'est-à-dire que, après, bon, évidemment, il a interdit. Après, le gouvernement américain qui entre en jeu pour mettre les sanctions sur M. Karim Khan. Pour quelle raison? Quel est le lien entre le gouvernement israélien, américain, l'administration américaine, et porter plainte contre lui et les autres juges. Maintenant, pour que je cite sur ce point, il y a un juge français qui s'appelle M. Nicolas Guillot. Voilà. Lui-même, qui est parmi les autres juges, j'ai étudié pour une autre affaire, il dit qu'il y a 15 000 sanctions portées par l'administration américaine, surtout le gouvernement, les organisations, les individus, 15 000. Et lui, il est parmi dedans. Donc, bon, en résumé, pour que je ne prends pas, si on regarde ce processus, c'est-à-dire à partir du moment qu'il a essayé, à partir du 7 octobre, 23 octobre, etc., et jusqu'à rendre le mandat, et la tentative du gouvernement israélien pour faire barrage. Ils ne disent pas tout d'abord que les accusations, etc., il y a quelque chose assez, je dis, ambigu, bizarre. C'est-à-dire, pourquoi les Israéliens, ils commencent à faire barrage et quand on étudie ces requêtes, ben, on ne trouve rien. C'est-à-dire que tout est été, voilà. Donc, moi, de mon point de vue, cette démarche du gouvernement israélien, c'est assez étrange parce que si vous pouvez, par exemple, rejeter le mandat d'arrêt, mais sur les bases existantes. Et maintenant, évidemment, dans les 150 pages de conclusion des juges, 5000 pièces existent. Certainement, il y a des choses qui clarifient, qui peuvent clarifier ces informations. Certainement. Mais, madame, peut-être avocate, je ne sais pas si... Mais moi, je n'ai pas trouvé ces pièces et les 150 pages. Et il a même dit que les membres les 128 membres, 121, ils n'ont pas encore accès à ces 150 pages de conclusion. Ils n'ont pas encore accès. Est-ce qu'ils ont demandé? Ils n'ont pas accès ou bien les juges n'ont pas donné ces informations. Merci. Khadija Awadia, au-delà du droit... Allez-y. Vous voulez rebondir peut-être là-dessus?
Juste clarifier quelques points, peut-être suite à l'intervention du professeur Soltani qui me paraissent importants sur 3 ordres. Oui. D'abord, concernant les mandats qui ont été délivrés par le procureur de la Cour pénale internationale courant mai 2024, il a rappelé, juste une petite règle de procédure, il ne peut pas d'autorité délivrer un mandat d'arrêt international. Il est obligé, lorsqu'il est destinataire de plainte, qu'il étudie le dossier, et si le dossier est suffisamment sérieux, à ce moment-là, il transmet à la Cour, et c'est la Cour collégialement qui va statuer et donner l'autorisation au procureur de délivrer un mandat d'arrêt. En termes de chronologie, c'est important de le rappeler puisque en février 2024, nous étions à peu près 150 avocats de différents barreaux internationaux à nous réunir à Tunis pour connaître les infractions les plus judicieuses à retenir auprès de la Cour pénale internationale en raison de ce qui se perpétrait à Gaza et le conflit qui opposait le conflit israélo-palestinien. Ce qu'il faut constater, c'est que, et c'est l'étude comparative que nous avions faite à l'époque, c'est que lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine, en moins d'un mois, les mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés. Nous étions en février 2024 et en février 2024, rien n'était réalisé. Ce qui démontre non seulement la difficulté parce que il y avait la mise en cause de dirigeants israéliens avec le soutien des États-Unis. Donc, on voit bien que la décision qui a été prise, elle a été difficile. Est-ce que j'ai eu accès à cette procédure et alors, elles ne sont pas 150 pièces, elles étaient beaucoup plus nombreuses. La réponse est oui, puisqu'avec mes confrères français, j'ai l'intégralité du dossier. Ce dossier reposait substantiellement sur les rapports qui avaient été rendus par différentes ONG, notamment Amnesty International et d'autres, et de nombreuses victimes, y compris des confrères palestiniens qui étaient en relation avec nous. Je précise que lors de ce colloque, le bâtonnier du barreau de Palestine était présent. D'accord ? Donc ça, c'est important de le mettre en place. Et pourquoi le procureur a eu de grandes difficultés à pouvoir mener les investigations sur site, c'est-à-dire sur les lieux des conflits, parce que juridiquement, et ça je veux vraiment le mettre, c'est un problème de compréhension, parce que juridiquement, il est fait confusion entre la matérialité d'une infraction et l'imputabilité de l'infraction. C'est pour cela qu'il y a d'énormes erreurs, y compris par des gouvernements, pour qualifier les faits tels qu'ils ont été perpétrés dans le conflit israélo-palestinien. Et cette confusion va même jusqu'à imaginer que c'est des historiens qui pourraient le qualifier. Non. Lorsqu'il y a un crime, quel que soit le crime, dans n'importe quel pays, oublions le droit pénal international, c'est pour les besoins de la compréhension. On constate d'abord le crime. On le qualifie. Lorsqu'un homme ou une femme se fait tuer avec 10 balles dans la tête, on ne va pas dire que c'est un suicide. On va qualifier cet acte criminel de meurtre ou d'assassinat. Donc, l'ouverture de l'enquête va se faire sur la base de la qualification matérielle de fait. C'est le préambule. À partir de cette saisine, parce qu'il y a des éléments factuels qui permettent de caractériser la matérialité. Revenons à notre cas d'espèce. Les éléments matériels permettaient d'établir que, à l'endroit du Hamas, la matérialité du crime de guerre pouvait être caractérisée, à l'endroit des dirigeants israéliens, la matérialité du crime à la fois de guerre et de génocide. C'est sur le fondement de ces infractions qu'une enquête est diligentée. Sauf que dans l'esprit du citoyen lambda, à partir du moment où la Cour, par le truchement de son procureur, délivre un mandat d'arrêt suivant le fondement de crimes de guerre, de génocide et de crimes de guerre qui est dans un sens, eh bien, on en déduit la responsabilité et l'imputabilité, ce qui est une erreur. La matérialité factuelle, il y a X mois, il y a eu des actions qui ont été revendiquées,
des civils ont été touchés. Conséquence de quoi? Lorsque la Hamas attaque le 7 octobre, la matérialité de l'infraction, c'est crime de guerre. Lorsque, en réponse, on attaque les civils, on est en crime de guerre. Lorsqu'en réponse, on empêche les soins de pouvoir être réalisés et qu'on dissimule des populations entières et qu'on pousse à l'exode, nous avons la matérialité du génocide. Mais on n'est pas sur l'imputabilité. C'est une fois que l'enquête est diligentée, qu'elle est terminée, ça met évidemment beaucoup d'années avant de parvenir qu'à ce moment-là, on peut envisager les responsabilités des uns et des autres, de les traduire devant la Cour. Et ce n'est que s'ils sont condamnés qu'à ce moment-là, ils peuvent être indiqués qu'ils sont auteurs ou pas. Et donc, vous voyez, on est bien loin de ce processus et c'est la non-compréhension de la différence entre la matérialité d'une infraction et son imputabilité qui crée la confusion et la réaction des différents gouvernements, notamment le gouvernement israélien, mais pas que. La réaction aussi fortement médiatique de pays occidentaux qui s'insurgent d'une telle, ce qu'ils qualifient eux d'une telle ingérence. Voilà. Je pensais qu'il fallait clarifier un petit peu les... Merci pour cette clarification, en effet, oui. Justement, Khadija Aoudia, au-delà du droit pur, la suspicion est une arme. Même blanchi, Karim Khan peut-il retrouver l'autorité morale nécessaire pour poursuivre des chefs d'État ou le poison du doute a-t-il déjà atteint son objectif? Est-il possible de rester un juge impartial quand on est devenu une cible politique? Hélas, c'est toute la difficulté que vous soulevez. Parce que en droit, que ce soit en droit interne ou en droit international, vous avez deux fondements juridiques très importants qui est l'impartialité subjective et l'impartialité objective. L'impartialité subjective ne nous concerne pas dans ce cas de figure. Il aurait fallu démontrer qu'il est coupable, qu'il avait un conflit d'intérêt, etc. On n'est pas dans ce cas de figure. En revanche, l'impartialité objective, et c'est là tout le débat. C'est là où tout le débat. À partir du moment où vous avez été attaqué sur votre intégrité, est-ce que, pour autant, votre impartialité reste et demeure indemne ou pas? Eh bien, la réalité, elle est morale, elle n'est pas juridique. Parce que juridiquement, on ne peut pas se servir d'éléments qui n'ont pas été probants pour dire et conclure juridiquement que sa partialité n'est plus d'actualité. Mais en revanche, c'est ce qu'on appelle la transparence. En revanche, sur le plan moral, il est évident que ça a entaché. Monsieur. Il est évident. La rumeur est beaucoup plus désastreuse sur un plan psychologique que l'établissement de faits. En effet. C'est pour ça que je parle de preuve. Moi, ce qui me pose difficulté en tant que juriste, encore une fois, mais je pense aussi en tant que femme, c'est que l'on ait pu jeter en pâture sur la place internationale l'intégrité d'un homme, quel qu'il soit, alors même qu'il n'était pas établi que les faits étaient suffisamment caractérisés. Et je vous dis, ce qui me pose davantage difficulté, c'est connaissant les traumas consécutifs aux agressions sexuelles. J'ai écrit énormément là-dessus, je les connais. Vous avez des pays qui encore aujourd'hui, offrent l'opportunité double pour les victimes de viol, c'est de se marier avec son auteur. C'est le cas notamment dans le droit pénal israélien. Ça n'a pas été abrogé. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est loin de ne pas être sensibilisé. Mais je dis aussi et j'ajoute, c'est très important, que toute dénonciation d'actes à caractère sexuel ou de violence psychologique fait dans un but pervers de nuire à l'intégrité d'une personne est non seulement grave, mais pire, c'est une insulte à toutes ces femmes qui en sont victimes et qui n'ont jamais eu la force et le courage de pousser les portes d'un commissariat ou d'une gendarmerie ou d'une quelconque autorité judiciaire. Si le traumatisme était suffisamment grave, pourquoi ne pas avoir saisi les juridictions pénales elles-mêmes compétentes pour statuer? Pourquoi saisir les médias pour mettre sur la place publique
ce qui est extrêmement traumatisant pour celles qui le vivent. Et ces questionnements, bien qu'elles vont être dans la place, bien qu'elles vont mettre la parole, en tout cas des présumées victimes, en doute, elles vont aussi porter atteinte à l'intégrité d'un homme. Donc, est-ce que ces femmes ont été réellement victimes ou pas? Rien ne permet de l'établir. Est-ce que cet homme est auteur ou pas? Rien ne permet de l'établir. Et je rappelle qu'on est gouverné selon un principe fondamental: toute personne est présumée innocente. Si on n'est pas en capacité de démontrer factuellement les éléments, on s'abstient. Parce que les conséquences sont beaucoup trop graves. C'est dit et bien dit. Merci. Le procureur de la CPI est aujourd'hui l'homme le plus menacé du droit international, visé par des sanctions américaines, menacé selon plusieurs sources d'être détruit s'il n'abandonnait pas ses poursuites liées à Gaza. Karim Khan fait face à un rouleau compresseur. Dans ce contexte, son retour aux affaires est-il un acte de résistance héroïque ou un cadeau empoisonné? Khadija Awadia, on parle souvent de l'indépendance de l'avocat, mais qu'en est-il de celle d'un procureur international? Face aux menaces de sanctions américaines, le droit peut-il encore être un bouclier si Karim Khan recule après ce scandale? Est-ce la preuve que le lawfare, cette fameuse guerre par le droit, a gagné par chaos? Non. Non. D'abord, les pressions qu'il subit sont attentatoires déjà au droit international et au principe de l'indépendance des magistrats, quels qu'ils soient. Et pour être indépendant, il faut être libre, il ne faut pas subir de pression. Sinon, on crée une volonté de hiérarchiser les magistrats avec le désirata des gouvernements qui ne seraient pas satisfaits de telle ou telle décision. Ça ne peut se faire. Le fait de résister comme il le fait, oui, c'est extrêmement courageux et nous devons nous en incliner. Est-ce que nous devons céder? La réponse est non. Il faut maintenir. S'il devait, pour des raisons X, parce qu'il estime que sa droiture est tellement mise à mal que dans l'intérêt supérieur d'une bonne administration de la justice, je vais me retirer s'il prenait cette décision. Cette décision serait tout aussi noble, que ce soit le fait de résister en se maintenant, que ce soit de faire le choix de dire « je veux que la justice triomphe, donc je me retire ». Les deux positionnements sont nobles. Donc, il n'y a pas à douter de l'existence de nos institutions. Il y a à les réfléchir, à les renforcer dans leur indépendance et montrer que la justice fait corps. Comment? Eh bien, notamment, en réalisant les colloques tels que vous les réalisez, hein, c'est-à-dire permettre la compréhension, faire circuler une information, comprendre le droit, comprendre par des interventions comme l'intervention du professeur Soltani, tous les enjeux géopolitiques, faire un regard croisé, mais pas que. Les avocats, ils sont nombreux avocats à être très engagés et à faire bloc avec ces magistrats. Et puis, se rappeler que même si la personne est attaquée in personam directement pour la déstabilisation, ce n'est pas pour autant que le système sera déstabilisé. Parce qu'après, il y en aura d'autres. Et des hommes qui sont dans la résistance et dans le courage, il y en a. Certes, je vous le concède, ce n'est peut-être pas une majorité. Mais néanmoins, jamais on n'a pu faire taire le droit. On a pu le malmener. On a pu tenter de le déstabiliser. Mais tant que les institutions seront là et n'ont pas été abrogées, il y aura toujours des Karim Khan, des Khadija Awadia, des personnes comme vous qui seront là pour prendre le relais. Donc, je dirais même, on porterait, je vais jusqu'à l'ultime, on porterait atteinte à l'intégrité physique. Hein? On déciderait de mettre un mandat sur sa tête, que ça ne changerait pas le principe du combat. Nous sommes là, mais demain, nous ne sommes plus là, mais il y aura toujours cette volonté de mener ce combat.
Merci. Professeur Soltani, pour rebondir sur ce concept de lawfare, n'assiste-t-on pas à une tribunalisation de la politique internationale? Si les grandes puissances peuvent fragiliser un procureur par des enquêtes de mœurs dès qu'il s'approche de sujets sensibles, la CPI a-t-elle encore un avenir en tant qu'arbitre mondial? Mais je vous remercie. Bon, tout d'abord, une remarque. Aux États-Unis, ils ne reconnaissent pas le droit international. C'est-à-dire que La Cour pénale. les tribunaux américains, les décisions de tribunaux américains remportent sur les décisions internationales. À plusieurs cas, on a vu, par exemple, dans le cas iranien, etc. Ça, c'est la première chose. Et après, évidemment, toute la tentative des Américains et des Israéliens dans cette affaire est qu'ils ne reconnaissent pas le droit international. C'est-à-dire, on sait ça, on n'a pas besoin de chercher dans les documents juridiques. Ils disent eux-mêmes qu'on ne peut. Et maintenant, pour un petit peu deux petites remarques par rapport à ce que Madame a dit. Il y a dans les documents, j'ai trouvé quelques traces des soupçons. Par exemple, dans le document de l'appel des Israéliens, il y a ils disent, un avocat, j'ai le nom, ils disent qu'il faut faire barrage à cette affaire parce que Hamas n'est pas membre, n'est pas reconnu, en fait, n'est pas internationalement reconnu, il est même condamné. Mais le fait que l'autorité palestinienne est membre de ces pays, et c'est possible que Hamas va représenter l'autorité palestinienne. Donc, il faut faire barrage et il faut faire attention. Maintenant, il y a un autre élément. Il y a un avocat, en fait, un petit peu soupçonné, il dit qu'il y a une conversation que j'avais eue avec M. Karim Khan, qu'il voulait négocier avec Netanyahou. Et tout de suite, M. Karim Khan dit non, je n'ai jamais fait la conversation avec ce monsieur, c'est-à-dire M. Dervolgi, quelqu'un qui est assez dans le dossier de Ebenstein, on trouve. Maintenant, je pense que vous savez bien, on n'a pas besoin de voir avec autant de dégâts, des crimes que le gouvernement israélien et également les Américains, ils ont commis depuis peut-être 80 ans. On n'a pas, en fait, pour le cas israélien, c'est bon. On n'a pas besoin de chercher la preuve. C'est tout, c'est deux surtout. Il essaie de déstabiliser les instances internationales. Déstabiliser les instances internationales, c'est-à-dire qu'il n'existe pas parce que oui, nous sommes maîtres de jeu, nous avons tout le pouvoir. Et là, ça monte, c'est-à-dire qu'en l'absence, malheureusement, de la politique laxiste des pays européens, on trouve dans la situation que tout est permis par le gouvernement israélien en termes de droits, en termes de démarches politiques, en termes d'attaquer des enfants, des écoles, etc. Et là, je pense que peut-être c'est le rôle des avocats ou des gens peut-être en nombre qui sont honnêtes en termes politiques, qui doivent faire lumière autour de ces éléments. On n'a pas besoin, moi je pense que même maintenant, les gens qui ne sont pas des connaissances politiques, ils peuvent très bien dire que la politique américaine ou la politique israélienne, c'est criminel parce qu'on n'a pas, ils ne respectent pas tout contre les droits internationaux. Il n'existe pas. Moi, j'avais écrit plusieurs articles des ordres internationaux. Même, j'ai honte un petit peu de prononcer droit international. C'est-à-dire que sur tous les plans, c'est pas seulement, je fais une remarque par exemple, qui ne concerne pas le dossier de M. Karim Khan. J'ai étudié un dossier, on a fait une émission chez vous concernant l'Agence internationale des énergie atomique. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec M. Karim Khan. Cette agence est un organisme parmi 12 des Nations Unies. Et j'ai trouvé des preuves que j'ai présentées à votre maître, que cette agence a complètement suivi les démarches du gouvernement israélien et américain. C'est-à-dire ça montre que c'est pas seulement par exemple, en termes
Nations Unies également pareil. Même les instances sont touchées, y compris les cours pénales internationales et la justice. C'est-à-dire, il met à la fois, M. Karim Khan, il a mis en retraite, il a dit, je voudrais épargner la crédibilité de la Cour, parce que moi, peut-être je suis coupable, mais je ne peux pas porter atteinte à la crédibilité de cette, et c'est courageux de sa part. Et le juge que je vous ai nommé, M. Nicolas Guillot, qui n'est pas un homme de gauche, il n'est pas un homme de gauche, et il dit qu'il est privé de tout, c'est-à-dire même ils ne peuvent pas, ses comptes bancaires, ses enfants, sa famille, même ils ne peuvent pas prendre Airbnb, même il est allé chez une banque pour retirer l'argent, ils ne peuvent pas. Donc c'est pas la question politique, c'est-à-dire est-ce qu'on est de gauche ou de droite, c'est la question qu'actuellement, pour répondre précisément à votre remarque, que Nations Unies n'est pas capable, il dit clairement, on n'est pas capable de faire face à la pression des États-Unis et Israël. L'Agence internationale de l'énergie atomique, chez des éléments, très clairement de soupçon qu'il y a un lien entre son directeur actuel et le député directeur précédent, le directeur qui est resté, je pense, 27 ans au l'IONN, au sein de cet organisme, et également M. Grossi. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les Nations Unies, les instances en dessous, c'est-à-dire l'agence et les cours maintenant. Maintenant, ça revient aux juges. Maintenant, par exemple, concernant les juges, lorsqu'il y a rendu, la chambre d'appel a rejeté, mais il y avait même deux juges, j'ai ici le nom, Madame Luz del Carmen Tarzana et Solomi Balangui, qui n'étaient pas d'accord avec M. Karim Khan. Mais le vote a été acquis à la majorité. Donc, c'est-à-dire, ça montre qu'ils ont étudié le dossier. Même il y a deux juges qui disent à la chambre préliminaire, ils refusent d'ordonner au procureur de préparer une nouvelle notification au sens de l'article 18.1 du statut de Rome. C'est-à-dire, les dossiers ont été étudiés parce qu'il y a deux juges qui n'étaient pas d'accord avec même M. Karim Khan, que j'ai ici le nom. Et là, ça montre que c'est dommage, mais maintenant, le fait que les Nations Unies n'est pas capable, ils disent très précisément, le secrétaire général des Nations Unies, ils disent je ne suis pas capable de faire mon travail parce qu'il y a beaucoup d'opérations. Et sur ce plan, le fait que la Cour de la justice n'a pas la possibilité d'exercer ses fonctions, c'est-à-dire il va donner, mais il ne peut pas arrêter, il n'a pas la possibilité de faire exercer ses fonctions. Ça montre qu'il y a des lacunes, véritables lacunes en matière de droit et juridiction, parce que comment cette instance qui fait arrêt de mandat d'arrêt, mais il n'est pas capable d'exercer, parce que qui va faire, c'est les Nations Unies. Mais au sein des Nations Unies, il y a un conseil de sécurité et les États-Unis ne laissent pas passer. C'est seulement. Maintenant, madame, elle a fait une très bonne remarque sur l'Ukraine. Parce que tout de suite, quand il s'agit de ça, évidemment, ils font nécessaire. Par exemple, dans le dossier de nucléaire que je vous ai dit, tout de suite, le directeur, il est allé visiter l'Ukraine, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. Tandis que dans le cas iranien, qui a été attaqué directement, ils disent, nous avons attaqué et il n'y a pas ce type de démarche. Donc, on trouve dans la situation où, je m'excuse, mais je vais dire, il n'y a pas de droit international actuellement. Mais ce qu'il existe, quand on utilise, au moins, il faut utiliser ce qu'il existe. Et là, malheureusement, la Cour internationale n'a pas la possibilité d'exercer ses affaires. Est-ce qu'il est décrédibilisé? Certainement non, parce que tout le monde sait d'où vient la source. Est-ce qu'il est fragilisé? Oui. M. Karim Khan, il est un homme,
je ne peux pas dire 100%, mais il est honnête parce que quand on regarde son dossier, le fait qu'il a tenté de rencontrer des familles israéliennes, tout d'abord, il dit des choses par rapport aux enfants israéliens à cœur, je dois clarifier des choses. Donc, c'est quelqu'un qui fait nécessaire. Et le fait qu'il a rencontré aussi des familles palestiniennes et le fait que les faits existent, c'est-à-dire que les 73 000 Palestiniens, au moins, il était mort à cause de ces agressions. On n'a pas besoin de chercher. Maintenant, il a essayé, même par rapport aux victimes israéliennes, de faire la lumière. Et je pense que, pour préciser ce que je viens de vous dire, par rapport au dossier que j'ai étudié, quand on regarde la démarche du gouvernement israélien, tout d'abord faire barrage, dire non, c'est mandat, etc., etc. 28 pages. Après, ils disent donnez-nous accès au dossier, etc. Après, ils disent M. Karim Khan et un autre profil, il dit c'est confidentiel, vous ne pouvez pas avoir, c'est rejeté. Et après, ils disent maintenant qui est rejeté, c'est vous êtes disqualifié. Pourquoi vous n'avez pas dit d'abord que ce monsieur il est disqualifié? Parce que s'il avait dit disqualifié, ça montrait le fait qu'il ne pouvait pas même rendre visite aux familles israéliennes. Donc là, évidemment, il faut qu'on mette tout ça et voir c'est-à-dire la main des Israéliens, le gouvernement israélien, dans cette affaire. Je ne peux pas dire qu'avec les deux dames, parce que les deux femmes, je ne peux pas savoir. Mais on montre très clairement que le gouvernement israélien et l'administration américaine, qui n'a rien à voir dans ce dossier, pourquoi ils mettent tout de suite les sanctions sur M. Karim Khan et les autres juges? Et les autres juges, même y compris les deux juges qui étaient en faveur de cette affaire, c'est-à-dire il n'était pas d'accord avec M. Karim Khan sauf il y a un juge, je pense une dame qui était épargnée. Voilà, maintenant les 12 jours, il y a 11 qui étaient. Donc c'est dommage. Maintenant, bon, évidemment, il faut essayer de faire comme votre émission, essayer de faire la lumière pour que le droit s'établit et on essaye de trouver une sorte de mécanisme et malheureusement, politiquement, on ne peut pas faire parce qu'ils ont le pouvoir au sein du Conseil de sécurité et également, par exemple, au sein de l'agence. Voilà, il y a une sorte de loi de pouvoir et en face de droit et les aspects juridiques. Voilà. Par exemple, sur le dossier, juste le dernier mot, sur le dossier nucléaire iranien, l'agence a 35 membres, 35 membres. Ils ont fait tout pour condamner l'Iran. 35. Et à la fin, ils ont trouvé qu'il y a 19 contre, 11 abstentions, 3, non, excuse-moi, 19 pour, c'est-à-dire ils ont condamné l'Iran, 11 absentéisme, 3 contre et 2 pas prononcés. C'est-à-dire avec autant d'opérations, quand même, les pays résistent. C'est-à-dire presque la moitié, ils ont accepté l'appellation des Américains et des Israéliens. Et là, c'est évidemment, si on faisait un petit peu des démarches institutionnelles, ce que je pense que je reproche au gouvernement iranien, même cette résolution n'était pas passée. Donc, c'est le rôle des gens compétents comme madame pour qu'on puisse faire lumière à ce type de position, parce que politiquement, on n'arrive pas à le faire. Politiquement, les États-Unis, pour des raisons politiques et aussi, je dirais, laxisme des pays européens, voilà, la plupart du temps, la France et la Grande-Bretagne, au Conseil de sécurité, ils votent pour les Américains. Ils ne condamnent pas même sur cette affaire. Sur cette affaire, ils n'ont pas cherché de protéger, même, je dirais, madame, M. Macron a été intervenu auprès de l'administration américaine pour ex-ministre des Finances qui a été sanctionné, M. Breton, et ce juge, M. Dio, et il n'avait pas été écouté. C'est-à-dire, vous imaginez qu'un gouvernement qui vote pour condamner telle ou telle agression, et après, il n'arrive pas même à convaincre l'administration américaine que notre propre juge et notre propre ministre
je pense qu'il était ministre, même il était, je pense, au sein de l'Europe, il était commissaire, M. Breton. Vous voyez, on trouve une sorte de laxisme des pays européens et en face, vous avez un pouvoir et aussi, bon, après, il y a la Chine et la Russie qui n'essayent pas, en fait, ils ne peuvent pas faire mieux que ça parce que il faut changer la structure de ce Conseil de sécurité qui n'existe pas parce qu'il y a des votes, il y a veto tout le temps par les Américains. Et là, politiquement, on n'arrive pas, peut-être institutionnellement, il faut essayer de le faire parce que sur cette affaire, M. Karim Khan, je pense que moi, je mets à sa place ce monsieur honnête, en fait, je dirais de manière, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Est-ce qu'il pouvait ignorer? Non, il ne pouvait pas ignorer cette attaque de 7 octobre. Il a fait nécessaire de faire la démarche. Est-ce que ces accusations, pourquoi en 2009, une dame, en fait, 2009, moi je ne peux pas prononcer, mais 2009, après on arrive à 2025, selon le gardien. Oui, mais pourquoi autant de retard sur cette affaire? Et la dame qui l'a fait, bon, enfin, moi je ne peux pas prononcer. Ces dames sont respectables, honnêtes, je ne peux pas leur dire. Seulement le moment qu'on trouve entre avril 2023 et 10 mai 2023, c'est un petit peu étrange quand même. C'est-à-dire pourquoi il y a, pourquoi il y a ce type d'acquisition et après, même la dame, elle dit que, voilà, ça c'est qui n'est pas bon. La dame, il dit, M. Karim Khan m'a dit que vous attendez, vous verrez. Vous verrez. C'est-à-dire que la dame, selon le journal, il dit qu'il y a un lien entre ces accusations et le mandat d'arrêt de 10 mai. Ça, c'est pas bon parce que la démarche de M. Karim Khan ne date pas de 10 mai et c'est pas lui qui l'a fait, c'est son bureau qui l'a fait. On va essayer d'avancer un petit peu. Merci beaucoup, professeur Soltani. J'aimerais faire un pont pour vous, Khadija Ouadia. Ce fameux lawfare, ce n'est pas seulement la menace qui vient d'en face, c'est aussi la pression du soutien qui peut devenir une entrave. Car au-delà des attaques qu'il subit, il y a aussi celles qu'on l'accuse de ne pas mener. Pour aller au bout de cette analyse chirurgicale, comment le droit peut-il justifier l'ouverture du plus grand bureau de la CPI à Kiev en un temps record, vous l'aviez dit précédemment, alors que les enquêtes sur les crimes documentés dans le Donbass depuis 2014 ou les rapports d'ONG sur certaines unités ukrainiennes semblent rester dans l'angle mort du bureau du procureur. Y a-t-il une hiérarchie juridique de l'indignation ? C'est une question effectivement que l'on peut se poser. En réalité, je ne peux pas répondre à votre question. Je ne peux pas y répondre puisque je ne sais pas quels sont les moyens qui sont donnés, précisément les moyens humains et les moyens matériels qui sont donnés à la juridiction de la Cour pénale internationale pour mener leurs investigations. Pour parler de laxisme, il faut que nous ayons préalablement la certitude que les moyens existent, tant matériels qu'humains, et que délibérément, on fasse un choix dans la priorisation des enquêtes qui sont en cours. Donc, est-ce que c'est lié à une priorisation de mettre plus de moyens dans tel domaine que dans d'autres? Est-ce que c'est lié à un manque d'effectifs? Ça, je ne peux pas l'affirmer. Donc, on ne peut pas, sauf apporter un jugement de valeur. Si je fais une étude comparative par rapport au droit interne, droit interne, je veux dire européen, que ce soit tant au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, que ce soit devant les juridictions belges, françaises, britanniques et germaniques. Il y a une constante, c'est que la justice est sinistrée. On donne très peu de moyens à la justice. Est-ce que c'est délibéré politiquement ou pas? Peut-être que le professeur Soltani, son regard sera intéressant. Une chose est certaine, c'est que le dénominateur commun qu'a que ce soit la Cour pénale internationale ou que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est véritablement l'indépendance totale de ces institutions judiciaires. Or, pour pouvoir véritablement être indépendant,
Encore faut-il avoir les moyens matériels pour pouvoir avoir cette indépendance. Donc, si on n'offre pas les moyens suffisants, eh bien, forcément, ça va handicaper la tournure et la longueur des enquêtes qui sont en cours. Ce que j'ai comme information concernant maintenant précisément la Cour pénale internationale, c'est que les moyens dépendent évidemment étroitement de chaque État qui y sont signataires. Nous sommes à peu près aujourd'hui 125 États signataires. Il y avait à peu près 60 à l'époque, en 2002, quand il y avait eu la création de la Cour pénale internationale. Et encore faut-il que ces 125 États donnent chacun les moyens suffisants de bon fonctionnement au niveau de la Cour. Donc, à la question précise que vous posiez, je ne suis pas en mesure de répondre. Ce que je dois préciser, si vous me le permettez, parce que dans ce colloque, une volonté de transparence et d'explication, je voudrais revenir sur des notions purement juridiques pour qu'il n'y ait pas de confusion, et notamment suite à l'intervention du professeur Soltani. Les États-Unis sont signataires de la Charte des Nations Unies et donc du droit international. D'accord ? Il faut faire la distinction entre le droit public international et le droit pénal international. Ce n'est pas qu'ils ne reconnaissent pas le droit international puisqu'ils sont signataires de différentes conventions internationales. C'est qu'ils la violent, c'est différent. Hein? Ne pas reconnaître, c'est-à-dire ne pas être signataire, et être signataire et ne pas respecter le droit international, c'est une violation des propres engagements des États signataires. Ce qui nous amène juste à une seule observation sur ce point-là, c'est que dès 1948, au moment de la signature de la Charte des Nations Unies, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de toutes les atrocités que nous avons pu connaître, dès leur signature, les États signataires ne respectaient pas leurs propres engagements. Et j'en veux pour preuve, en 1948, pour ne prendre que l'exemple de l'Afrique, sur 54 États, 52 étaient des États colonisés et donc en parfaite violation avec la liberté des peuples de disposer d'eux-mêmes. Donc, dès sa création, de toute façon, le droit international n'était pas respecté par leurs signataires. Ça, c'est un point de précision entre violation et non-reconnaissance. Sur le droit pénal international, la Cour pénale internationale, là, effectivement, nous avons des grandes puissances, et c'est pour cette raison, comme l'expliquait le professeur Soltani, qu'on a du mal à appliquer le droit pénal international. C'est que les grandes puissances ne sont pas signataires, telles que la Chine, telles que la Russie, telles que la Turquie, telles que Israël, la Chine. Voilà. Donc, nous avons de grandes puissances, les RSS, la Russie, excusez-moi, la Russie, la Chine, les États-Unis, Israël ne sont pas signataires du statut de Rome, donc ils ne reconnaissent pas. Ça veut dire simplement que tout mandat d'arrêt internationaux qui serait délivré ne pourrait pas s'appliquer si on ne peut pas l'imposer aux pays qui ne sont pas signataires. En revanche, les pays signataires, eux, sont tenus de respecter les mandats d'arrêt internationaux. Ce que n'a pas fait la France, notamment en ce qui se concerne Netanyahou, puisqu'il a permis donc de traverser son espace aérien. Voilà. Je pensais que ça c'était important de le préciser. Le dernier point aussi de précision, parce qu'il y a une erreur, souvent il est dit que le Hamas n'était pas donc légitimé, n'était pas élu par leurs concitoyens. Donc c'est un peu plus subtil que cela. J'ai recherché, les élections ont eu lieu le 25 janvier 2006. Les deux partis, bon, c'était le Hamas et la Fatah, pour les élections parlementaires, en présence des observateurs internationaux, le Hamas avait gagné donc ces élections. Sauf que dès son élection, l'ensemble de la communauté internationale ne voulait pas traiter avec ses représentants. Et depuis, il n'y a jamais plus eu d'élection. Donc, le Hamas a pris le pouvoir au niveau de la bande de Gaza sans qu'il y ait eu de nouvelles élections. Donc, dire qu'ils ne sont pas élus, ce n'est pas tout à fait exact. Dire qu'ils se sont maintenus en l'absence de nouvelles élections, c'est plus précis et plus exact.
Merci de cette précision. La CPI n'est pas un tribunal ordinaire, elle est le dernier espoir des opprimés. Mais une institution qui juge des crimes contre l'humanité peut-elle souffrir le moindre doute sur les comportements de son propre chef? C'est toute la tragédie. Confronter la présomption d'innocence d'un homme à l'exemplarité absolue d'une fonction. Bahram Soltani, au-delà de la personne de Karim Khan, quel est l'impact de ce feuilleton sur la coopération des États et sur la confiance des victimes? Le droit international peut-il survivre à un procureur devenu un personnage aussi clivant, même s'il est innocenté? En fait, c'est une question assez importante parce que le fait qu'ils ont essayé de décrédibiliser l'instance de la Cour et également les Nations Unies qui dit clairement que ça n'existe pas. Selon M. Trump, cette instance de Cour n'existe pas et il faut condamner les juges, il faut interdire ces gens qui entrent avec sa famille, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il existe actuellement? Il y a une grande puissance comme les États-Unis qui domine par une sorte d'agression, dominer le monde. Et en face, le droit est absent, c'est-à-dire les institutions. Même M. Gontoures, le secrétaire général, ils disent que nous sommes impuissants vis-à-vis des États. Maintenant, sur le plan financier, madame, c'est un élément parce que ils ont coupé le budget de participation des États-Unis par rapport à la santé, l'environnement et les aspects juridiques aussi, c'est-à-dire la Cour aussi. Ils ont menacé qu'on n'apporte pas les... Donc, c'est un moyen de pression. C'est-à-dire que ça montre que je dirais que même les États-Unis montrent leur impuissance. Parce que si vous êtes fort, vous n'êtes pas faible, vous n'avez pas besoin de faire autant d'opérations. Pourquoi vous sanctionnez des juges? Pourquoi vous sanctionnez si vous n'avez pas peur de leur eh bien, c'est mieux de laisser faire leur travail. Et plus important, quelle est la place des États-Unis dans cette démarche? La Cour a condamné des dirigeants palestiniens, 3, et en même temps 2 dirigeants israéliens. Quel est le lien entre l'administration américaine et les 2 dirigeants israéliens? Quel est le lien? Ça montre que les États-Unis est partie intégrante, partie prenante dans ce dossier. C'est-à-dire qu'il essaye de faire, parce que l'Israël n'est pas membre de Cour, même NPD, en termes atomique, énergie atomique. Donc, par le biais des États-Unis, ils font leur travail. Donc, ça, il faut poser la question. Quel est le rôle des États-Unis dans cette affaire? Faire la pression, faire barrage à tous les éléments juridiques, institutionnels, etc. Donc, c'est très important et je cite que j'ai compté, lorsqu'il y a des votes en faveur d'Israël, j'ai compté 72 votes depuis 1948 à cette date. 72 votes en faveur, qui n'a rien à voir avec, par exemple, lorsqu'il attaque Liban, lorsqu'il attaque la Syrie, lorsqu'il attaque n'importe où. Voilà. Donc, ça montre que les États-Unis, c'est, à mon avis, c'est l'ennemi du droit. Ce n'est pas l'Israël, parce que l'Israël, ben, il dit, nous sommes libres, nous avons... Enfin, donc, l'Israël, c'est les États-Unis, malheureusement, un pays... on peut dire assez grand, assez important, avec le peuple assez respectable, c'est l'ennemi du droit à l'heure actuelle. Parce que, comme je viens de vous dire, même en matière financière ou d'autres, les tribunaux américains ne reconnaissent pas les tribunaux internationaux. Si nous, par exemple, sanctionnons tel ou tel pays, c'est notre décision qui compte et pas... Parce que les Iraniens, par exemple, à plusieurs reprises, ils ont essayé de saisir le droit international en matière de sanctions, ils ne peuvent pas parce qu'ils disent que le droit américain remporte sur les droits internationaux. Donc, il faut regarder ce dossier d'une manière
à la fois ce qui s'est passé, comme Madame a bien dit d'une manière jolie, les dates que je viens de citer, les tentatives des Israéliens pour décrédibiliser le procureur, que le fait qu'il s'il n'est pas capable, il doit être disqualifié, il faut dire au départ, et tous les éléments montrent que. Et évidemment, le rôle des États-Unis dans cette affaire. Parce que les États-Unis, grande puissance militaire, économique, politique, tout ça, ils essayent de faire barrage au droit international, c'est-à-dire par les vétos au Conseil de sécurité, par toutes les pressions qui est possible sur les 12, il y a 12 agences sous l'égide des Nations Unies, il essaye de faire toutes les voies possibles pour que le droit ne sera pas appliqué. Il y a le droit de santé, l'environnement, par exemple, climat, tout ça. En mettant, nous ne pourrons pas. Maintenant, quelle est la solution? Je pense que la solution est qu'en termes financiers, il faut que les autres États indépendants et l'Europe apportent ces lacunes. C'est-à-dire, il essaye de faire. C'est pas beaucoup d'argent. C'est pas tellement des milliards. Non. Même avec 250 millions d'euros, on peut le faire. Les pays arabes sont absents. Les pays arabes sont absents, mais avec autant de ressources qu'ils ont. Combien, je dirais, je donne un chiffre, 5% de richesse américaine, il est dans la main des pays arabes. 5%. C'est si on prend voilà, 4-5%. C'est énorme ça. C'est énorme. C'est-à-dire que ces pays arabes, ils pouvaient très bien avec, je dirais même 200 millions d'euros, ils pouvaient faire. Ils n'ont pas fait pour la Palestine, ils n'ont pas fait. Mais au moins, ils peuvent faire au nom de droits pour qu'ils soient protégés. Ces pays ont besoin de la protection, à la fois institutionnelle, politique. Et voilà, maintenant, si ces pays européens surtout, et les pays arabes, et les autres pays, par rapport à leurs moyens, ils peuvent peut-être faire en sorte que ces institutions internationales puissent fonctionner correctement. Même en l'absence des États-Unis, je pense que c'est une réponse importante. Parce que comme Madame l'a souligné, l'aspect financier compte. Quand un juge n'a pas les moyens, ils ne peuvent pas faire son travail correctement. Et si ces sanctions sont portées à l'atteinte à telle ou telle personne, mais il n'est pas protégé. Ils ne sont pas protégés. Donc, je pense que ça compte. Et aussi, en termes de droit de vote, il faut changer ces éléments. Le Conseil de sécurité ne peut pas fonctionner de cette manière que chaque fois qu'il y a un élément, même d'une manière assez concrète, les États-Unis, ils mettent le vote, comme je viens de vous dire, 72 fois contre tel ou tel, etc. Et là, on voit ce qui se passe au Venezuela, par exemple, vous capturez quelqu'un illégalement, après, où est le droit? Par exemple, dans ce cas-là, Poutine, il peut aller capturer, par exemple, le président de l'Ukraine, après. Voilà. Donc, il y a une sorte de, je dirais pas même deux fois deux mesures, parce que là, tout le monde le sait. L'absence l'absence financière, les moyens financiers n'existent pas, et aussi le droit international est bafoué complètement par les États-Unis. Je mets en cause plutôt les États-Unis que l'Israël, parce que l'Israël, il dit clairement, nous avons le pouvoir devant nous, nous attaquons tout ce que vous voulez. Mais les États-Unis, c'est un État 250 ans, l'Israël, c'est 80 ans. Les États-Unis, il y a des institutions. Voilà. Et malheureusement, des institutions, même les démocrates, ils peuvent essayer de faire quelque chose actuellement, peut-être contre, mais en Israël, ça n'existe pas. Par exemple, je dirais peut-être un mot sur les assassinats ciblés, targeted killing. C'est il tue. Moi, j'ai une base de données. À l'heure actuelle, officiellement, par des informations israéliennes, Jewish Virtual Library et les autres qu'ils ont pris, il y a 500 personnes qui ont été assassinées. Pas seulement les Palestiniens, à Paris même.
les généraux, les savants iraniens. Targeted killing, c'est interdit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer une personne et une famille. Parce que dans plusieurs de ces attaques, il y a des femmes et des enfants qui étaient morts. Mais ils n'ont rien à faire. Un enfant dans la voiture n'a rien à faire avec son père. Un enfant de 2 ans n'a rien à faire avec son père. Mais il n'a rien fait. Par exemple, je cite, il y a un enfant de 14 mois, qui a été assassiné lors de l'attaque israélienne contre Ayatollah Khamenei. 14 mois. Sa petite fille. Voilà, 14 mois. Bon, qu'est-ce qu'il a à faire, cette jeune fille, cette petite fille, avec sa grand-père? Son grand-père n'a rien à voir avec ça. Et là, ça montre qu'une sorte d'impunité. Et les pays européens n'osent pas même condamner cette attaque. Parce que le gouvernement iranien a plusieurs démarches à demander de condamner ça parce que targeted killing, c'est interdit. Et je dirais même que la Cour suprême israélienne a mis une réserve sur ça, parce que le gouvernement israélien avait tenté de dire que vous n'êtes pas capable, à la Cour suprême israélienne, que vous ne devrez pas étudier les dossiers de targeted killing, assassinat ciblé. Et quand on regarde le dossier, la Cour suprême israélienne, il met une réserve. Ils disent non, vous ne pouvez pas faire à l'armée israélienne, vous ne pouvez pas faire parce que il faut juger la personne. Il faut juger la personne. Vous ne pouvez pas attaquer parce qu'il y a des dommages collatéraux. Maintenant, le problème est que la Cour suprême israélienne n'arrive pas à faire. Donc, comment vous voulez? Ils disent que ils font référence à le droit international. Ils disent nous serons condamnés un jour. Nous devrons rendre compte vis-à-vis de ce que nous sommes en train de le faire. Donc, si la Cour suprême israélienne n'arrive pas à le faire, je pense qu'aux États-Unis, c'est possible de le faire. Parce qu'aux États-Unis, quand même, il y a des institutions assez, quand même, peut-être ne sont pas toujours au service de l'administration américaine. On montre dans 2-3 dossiers précédents, le cours américain, ils disent, contrairement à ce que le président Trump, il essaie de le faire. Donc, là, je pense qu'il faut, à mon avis, il ne faut pas compter sur ce qui se passe en Israël, il faut compter sur les Européens et les Israéliens et les pays arabes qui sont les États-Unis. Et je pense que les pays arabes, ils doivent montrer leur démarche. On ne peut pas investir autant d'argent. J'ai des chiffres très, très concrets qu'ils financent le déficit américain. Ils financent le déficit américain en achetant les obligations américaines. Ils financent l'économie américaine. Voilà, c'est très clair. Alors, est-ce qu'ils seront protégés un jour? Je vais dire, parce que je connais un petit peu les erreurs, dans 10-15 ans, ils vont voir les conséquences de leur politique. Dans 10-15 ans, c'est pas tout de suite, ils vont voir les conséquences. Et la soumission n'est pas une affaire de, je dirais, parce que je suis musulman, de l'islam. Dans l'islam, le Coran ne dit pas il faut mettre la tête baisse, il ne faut pas baisser la tête. Voilà. Donc, il faut essayer de faire ce qui est possible en matière éthique, en matière déontologie, en matière politique, en matière juridique, et faire barrage à ce que les États-Unis essayent de faire. Voilà. Parce qu'au moins, il y a des instances un petit peu assez fiables aux États-Unis, même on voit récemment qu'ils ont essayé de faire barrage en termes en matière d'immigration, des choses qui sont assez importantes. Merci. Khadija Aoudia, on voit le piège se refermer. Si Khan reste, il est accusé d'être affaibli. S'il part, ses détracteurs triomphent. Est-ce que la seule issue pour la CPI n'est pas de devenir une juridiction totalement hors sol, déconnectée des financements et des pressions des États, ou est-ce une utopie juridique en 2026 ? Alors, il y a 2 questions effectivement à se poser. La première, c'est ne faut-il pas avoir une instance complètement autonome en matière déjà disciplinaire pour les magistrats, hein, puisque c'est l'objet de notre colloque.
et ne pas recourir à des enquêtes externes. Ça existe dans toutes les institutions judiciaires où il y a les magistrats ont leur propre institution qui est complètement autonome. La difficulté se posera tout de même parce qu'idéalement, une instance complètement indépendante, ça nécessiterait une instance supranationale qui aurait une influence sur les États. Mais qui va financer? Qui finance? Des sociétés privées. Et là, on rejoint l'institution qui a été créée par Trump, l'institution pour la paix. D'ailleurs, on voit comment elle fonctionne bien. C'est pas possible. J'allais dire que le fait que ce soit financé par les États, c'est la situation la plus confortable. Et là, je rejoins un petit peu l'approche du professeur Soltani, mais avec un regard de juriste. Je pense que l'indépendance de la justice internationale, elle doit se mesurer dans la volonté des États à en faire véritablement une institution digne de ce nom. Pourquoi? Parce que si les États qui existent à l'heure actuelle et qui ont déjà leur structure juridique suffisamment solide, parce qu'il y a la séparation des pouvoirs, parce qu'il y a un engagement international, comme par exemple les États-Unis. Si au sein même de ces pays, il y a un respect stricto sensu des règles, alors à ce moment-là, en cascade, le droit international va pouvoir avoir tout son sens et toute sa portée. Exemple. Le professeur Soltani soulevait, et à juste titre, la difficulté concernant l'application du droit international au sein des États-Unis, qui est l'une des plus grandes puissances mondiales, notamment par l'exemple de l'enlèvement en parfaite violation au droit international d'un dirigeant du Venezuela légitimement élu. Il y a une violation sur l'impunité et l'irresponsabilité, parce qu'il y a une impunité et une protection durant le mandat. On ne peut pas poursuivre un dirigeant, quoi qu'il ait fait, durant son mandat. Ça ne veut pas dire qu'il reste impuni, c'est que durant son mandat, il est protégé pour respecter les institutions. À la fin de son mandat, s'il lui est reproché des crimes, alors les poursuites peuvent être diligentées. Donc, il y a cette première violation. Il y a la violation, bien sûr, d'ingérence d'un État sur un autre État, conformément à un droit interne, alors que le droit international est hiérarchiquement supérieur au droit interne. Que dit le droit américain sur ce point-là, puisque les décisions ont déjà été rendues? Le droit international et le droit des Américains dit la chose suivante. À partir du moment où les États-Unis ont signé une convention, qu'elle soit bilatérale ou internationale, reconnaissant le droit international comme hiérarchiquement supérieur au droit interne, c'est le droit international qui doit s'appliquer. D'accord? Donc, au niveau des États-Unis, au niveau des institutions, ils reconnaissent la hiérarchie des normes et donc le droit international. Quid, pour autant, il y a eu violation. Comment peut-on arriver à cette violation? On est arrivé à cette violation, premièrement, parce qu'il y a eu une décision du gouvernement qui est déjà en elle une violation puisque l'État était signataire. Mais il y a aussi une violation de l'état-major qui accepte un ordre manifestement illégal. Ça, c'est les responsabilités en cascade. Ensuite, il y a eu la présentation de ce dirigeant au niveau des instances judiciaires qui ne se sont pas déclarées incompétentes et qui n'ont pas considéré que l'enlèvement était nécessairement engagé. Donc, la nullité de cette procédure puisqu'elle est faite sur un ordre manifestement illégal. Donc, on voit la défaillance au niveau institutionnel. Une prise mentale en violation avec les engagements internationaux, l'acceptation de l'état-major d'un ordre manifestement illégal. Je rappelle qu'au niveau du droit pénal international, dès lors où l'ordre donné manifestement illégal, on doit s'abstenir de l'appliquer, sinon on engage sa responsabilité. Et puis, il y a les instances judiciaires
qui ne constate pas l'irrégularité de la procédure pour se déclarer incompétent. Donc, du fait que le droit interne a dysfonctionné, ça va avoir des conséquences nécessairement au niveau de l'état de droit dont il se prétend. Et donc, à partir du moment où on viole le droit international, on viole nécessairement le droit interne, et donc on fragilise l'état de droit des États-Unis. Et cela, qui est expliqué aux États-Unis, est valable pour tous les États signataires. Conséquence, dans les années à venir, on va fragiliser l'état de droit, que ce soit en Israël, que ce soit dans les pays européens, que ce soit aux États-Unis. L'histoire nous le rappelle inlassablement. Il va y avoir un moment où les gens ne vont plus regarder dans la verticalité, c'est-à-dire dans la haine de son voisin, mais dans, pardon, pas dans l'horizontalité, mais dans la verticalité, excusez-moi. Donc, quand on va commencer à regarder dans la verticalité, où il va y avoir dans chaque État l'émergence de mouvements profondément humanistes, parce que ça va être basé sur l'égalité et la fraternité, et vont demander compte à leurs institutions. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir nécessairement, comme on l'a vu pour le tribunal de Nuremberg, avec les responsabilités en cascade, parce que depuis la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, nous avons laissé passer, notre responsabilité, elle est réelle et sérieuse, nous avons laissé passer, et les responsabilités sont tombées. C'est exactement ce qui va se passer. Voilà. Donc, pour pouvoir fortifier une conclusion de la question posée, pour fortifier les instances internationales, encore faut-il préalablement qu'au niveau du droit interne, les populations se mobilisent pour revendiquer leur état de droit. Et non pas revendiquer le droit pénal international uniquement lorsqu'on est en position de faiblesse, c'est-à-dire les États qui sont fragilisés, avec un non-respect des États qui, eux, sont en position de force. Il faut qu'on les États en position de force, et parmi eux, la Russie, les États-Unis, la Chine, fassent en sorte qu'ils respectent ce droit international quand ils sont en position de force, et non pas un respect quand on est en position de faiblesse. Merci. Pour conclure ce débat passionnant, je voudrais vous soumettre un scénario. Imaginons que nous soyons dans 10 ans. On regardera cet épisode comme un tournant pour la justice internationale. Je m'adresse donc à vous deux et je vous demande de répondre de façon presque aphoristique, c'est-à-dire en quelques mots. Pour sauver l'institution, Karim Khan doit-il aujourd'hui redevenir un procureur normal qui reprend ses dossiers dans le silence du droit, ou doit-il au contraire lancer une offensive judiciaire spectaculaire sur Gaza ou l'Ukraine pour prouver que la déstabilisation a échoué? En un mot, la réponse au soupçon, est-ce la discrétion ou l'audace? Je réponds ou c'est... Allez. Alors moi, la solution que je verrais, c'est qu'il n'y ait pas un seul procureur, mais une collégialité de procureurs. C'est-à-dire maintenir Karim Khan en fonction, puisqu'il est présumé innocent et que rien ne permet d'établir qu'il est coupable de comportements pénaux, voire plus graves. Donc, par la collégialité, je renforce, c'est-à-dire qu'il y aurait le procureur qui se maintiendrait, 2 autres magistrats au parquet qui se maintiendraient avec un positionnement collégial pour renforcer. Il est plus difficile d'attaquer dans le caractère personnel, je veux dire, 3 personnes simultanément, parce que si on met une collégialité au niveau du parquet, eh bien, si on attaque personnellement les 3 magistrats, bien sûr, ça permettrait de déduire inévitablement qu'on est là confronté à une manipulation et une tentative de pression. Bahram Soltani? Pareil, moi je pense qu'il est, il est soupçonné, mais il est capable de faire son travail, ses fonctions. Et comme Madame a suggéré, ses meilleures choses à faire, c'est d'aller prendre l'ensemble et évidemment, ils sont plus capables de le faire. Voilà, parce que s'il recule, à mon avis, c'est pas mettre en retraite, c'était une bonne décision. Mais maintenant, dire comme moi, je me démissionne, c'est pas une bonne chose, parce qu'après, ça montre qu'il est déjà, c'est un homme qui
qui est honnête, qui est éduqué, qui a fait beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut qu'il reste. Et avec, évidemment, ses collègues essayent de faire en sorte que les États-Unis n'arrivent pas à faire ce qu'ils souhaitaient. Merci. Madame, si vous permettez juste, je vais ajouter quelque chose qui concerne, que j'ai étudié dans mon dossier. C'est le terme de accountability, rendre des comptes. C'est dans le droit international, comme en gestion, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a commis des erreurs, par exemple un chef ou bien directeur d'une entreprise, il y a la possibilité. Le droit américain permet à interroger la personne, même mettre en prison cette personne. Il y a, par exemple, la loi Sarbanes-Oxley, qui a été votée en 2023, permettait à, par exemple, tel ou tel dirigeant qui a commis des erreurs financières, fraude financière, on pouvait mettre. Mais pourquoi ce type de rendre des comptes n'existe pas en droit international? Il faut s'interroger. Parce qu'on ne peut pas, la fraude financière est reconnue aux États-Unis comme un crime financier, comme un crime. On peut soupçonner, dans le cas Enron, par exemple, ils ont soupçonné le président, après il y a quelqu'un qui a été emprisonné, directeur financier 25 ans et l'autre 20 ans. Crime financier, ça existe. Mais pourquoi en droit plus important? Parce que crime, tuer des gens, c'est plus important que crime financier. Crime financier, c'est milliards d'euros, on peut toujours trouver des moyens. Donc là, c'est la question, rendre des comptes, accountability, ça n'existe pas. Ces instances, ils ne sont pas capables de demander, rendre des comptes au président américain ou bien en Israël, par exemple, la question israélienne, c'est assez important. La Cour suprême, ils disent, non, vous n'avez pas. Le gouvernement israélien a essayé de dire, non, rejetez la demande des Palestiniens. La Cour suprême, ils disent, non, il faut étudier le cas. Mais la Cour suprême israélienne n'arrive pas à convaincre le gouvernement israélien. Et voilà, vous voyez, c'est ce que madame a bien dit. En termes aussi, il faut faire. Ce n'est pas seulement externe. Dans beaucoup de pays, le droit n'existe pas même en termes institutionnels, le droit international. Donc, c'est une question assez importante. Moi, je souhaite personnellement faire un dossier assez constructif en matière de ces assassinats ciblés. J'ai des noms, j'ai le lieu, prénom, tout ça, et porter ça à l'attention des Nations Unies. Avec les noms que les Israéliens ils disent, c'est pas moi qui ai inventé, par 3-4 sources, armée israélienne, Jewish Virtual Library, et des instances aussi d'autres droits de l'homme israélien et aussi palestinien. J'ai les noms, et si je porte ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, oui, mais ça c'est non. Les noms des enfants, des femmes qui étaient à côté de son père, et il était assassiné. Il était assassiné. Est-ce qu'il était commis des crimes? Voilà. Ça, c'est une question que personnellement, parmi les choses que je souhaite faire, c'est ça. On pourra faire une émission spéciale à l'occurrence. Pourquoi pas développer justement. En tous les cas, je tenais à vous remercier infiniment pour votre. C'est moi qui vous remercie. Merci madame également avec vos remarques et votre présentation, excellente présentation en matière juridique. J'ai appris beaucoup de madame. On a tous appris beaucoup de vous deux. Donc, au terme de ce débat, une certitude demeure, la légitimité de la Cour pénale internationale est un cristal précieux. Merci de nous avoir suivis. Le combat pour le droit continue. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci encore à nos deux invités. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Au plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup. Voilà, l'émission est terminée.